J'allais remplir les brocs au canal, les poser sur le feu, puis je partis à la recherche de Tanuki. Je la trouvai dans la chambre des filles, où elle aidait Cornelia à s'habiller, tandis que Merge donnait un coup de main à Elidis, et que Lisbeth, elle, se débrouillait seule. Tanuki n'était pas de bonne humeur. Elle chercha à attirer mon attention, mais feignit de ne pas me voir quand j'essayais de lui parler. À la fin, je me campai devant elle, lui imposant ma présence. « Tanuki, je vais aller au marché aux poissons. Qu'aimeriez-vous que je rapporte aujourd'hui ?»« Pourquoi y vas-tu si tôt ? Nous y allons toujours plus tard. » Tanuki s'entêtait à ne pas me regarder. Elle nouait des rubans blancs dans les cheveux de Cornelia, les parant ainsi d'une étoile à 5 branches. « J'ai le temps, l'eau est en train de chauffer. Aussi avais-je pensé m'y rendre maintenant, » répondis-je. Je n'ajoutais pas que les meilleurs morceaux partaient vite et tôt, même si le boucher ou le poissonnier en avait promis d'en mettre de côté pour la famille. Elle devait savoir ça. « Qu'aimeriez-vous que je rapporte ? » ?»« Pas envie de poisson aujourd'hui. »« Va donc acheter un rôti de mouton chez le boucher. » À peine Tanuki eut-elle achevé de nouer les rubans que Cordelia se redressa d'un bond, me bousculant pour passer. Tanuki se détourna. Elle ouvrit un coffre. Elle cherchait quelque chose. J'observai son dos large, moulé dans sa robe brun. Elle était jalouse de moi. J'avais fait le ménage de l'atelier, pièce où elle n'était pas admise, où personne, en dehors de Maria et moi, ne pouvait pénétrer. Tanuki se redressa, un bonnet à la main, et me dit « Le maître a fait une fois mon portrait, tu sais. Il m'a représenté en train de verser du lait. Tout le monde a dit que j'étais son plus beau tableau. »« J'aimerais le voir, répondis-je. Est-il encore ici ? » ?»« Oh non, Van Ruven l'a acheté. » Je réfléchis un instant. « Ainsi donc, repris-je, l'un des hommes les plus riches de Delphes prend chaque jour plaisir à vous contempler ?» Tanuki eut un grand sourire et son visage, grêlé par la variole, parut encore plus large. Ces quelques mots bien choisis eurent tout fait de changer son humeur. C'était tout simplement à moi de savoir trouver les mots. Je me hâtai de partir avant que son humeur ne s'aigrit à nouveau. « Puis-je venir avec vous ?» me demanda Merge. « Et moi » ajouta Lisbeth. « Pas aujourd'hui, » répondis-je avec fermeté. « Vous commencerez par déjeuner, puis vous aiderez Tanuki. » Je ne voulais pas que cela devienne pour elle une habitude de m'accompagner. Je voulais que cela récompense leur obéissance. J'éprouvais aussi le besoin de marcher dans ces rues familières, sans avoir à mes côtés un constant et volubile rappel de ma nouvelle vie. En arrivant sur la place du marché, après avoir laissé derrière moi le coin des papistes, je poussai un soupir de soulagement. Je ne m'étais pas rendu compte de la façon dont je me tenais sur mes gardes dès que j'étais avec la famille. Avant d'aller trouver Peter, je m'arrêtai chez le boucher que je connaissais. Il m'accueillit avec un grand sourire. « Tiens, on daigne enfin me dire bonjour ?»« Alors dis-moi, hier, tu étais trop grande dame pour pratiquer les gens de mon espèce ?» lança-t-il taquin. Je commençai à expliquer ma nouvelle situation, mais il m'interrompit. « J'ai appris ça. Bien sûr, tout le monde en parle. Jean, la fille du faïencé. » J'allais remplir les brocs au canal, les poser sur le feu, puis je partis à la recherche de Tanuki. Je la trouvai dans la chambre des filles, où elle aidait Cornelia à s'habiller, tandis que Merge donnait un coup de main à Elidis, et que Lisbeth, elle, se débrouillait seule. Tanuki n'était pas de bonne humeur. Elle chercha à attirer mon attention, mais feignit de ne pas me voir quand j'essayais de lui parler. À la fin, je me campai devant elle, lui imposant ma présence. « Tanuki, je vais aller au marché aux poissons. Qu'aimeriez-vous que je rapporte aujourd'hui ?»« Pourquoi y vas-tu si tôt ? Nous y allons toujours plus tard. » Tanuki s'entêtait à ne pas me regarder. Elle nouait des rubans blancs dans les cheveux de Cornelia, les parant ainsi d'une étoile à 5 branches. « J'ai le temps, l'eau est en train de chauffer. Aussi avais-je pensé m'y rendre maintenant, » répondis-je. Je n'ajoutais pas que les meilleurs morceaux partaient vite et tôt,
même si le boucher ou le poissonnier en avait promis d'en mettre de côté pour la famille. Elle devait savoir ça. Qu'aimeriez-vous que je rapporte? Pas envie de poisson aujourd'hui. Va donc acheter un rôti de mouton chez le boucher. À peine Tanuki eut-elle achevé de nouer les rubans que Cordelia se redressa d'un bond, me bousculant pour passer. Tanuki se détourna. Elle ouvrit un coffre. Elle cherchait quelque chose. J'observais son dos large, moulé dans sa robe brun. Elle était jalouse de moi. J'avais fait le ménage de l'atelier, pièce où elle n'était pas admise, où personne, en dehors de Maria Sims et moi, ne pouvait pénétrer. Tanuki se redressa, un bonnet à la main, et me dit « Le maître a fait une fois mon portrait, tu sais. Il m'a représenté en train de verser du lait. Tout le monde a dit que j'étais son plus beau tableau. » « J'aimerais le voir, répondis-je. « Est-il encore ici ?»« Oh non, Van Ruven l'a acheté. » Je réfléchis un instant. « Ainsi donc, repris-je, l'un des hommes les plus riches de Delphes prend chaque jour plaisir à vous contempler ?» Tanuki eut un grand sourire et son visage, grêlé par la variole, parut encore plus large. Ces quelques mots bien choisis eurent tout fait de changer son humeur. C'était tout simplement à moi de savoir trouver les mots. Je me hâtai de partir avant que son humeur ne s'aigrit à nouveau. « Puis-je venir avec vous ?» me demanda Merge. « Et moi » ajouta Lisbeth. « Pas aujourd'hui, » répondis-je avec fermeté. « Vous commencerez par déjeuner, puis vous aiderez Tanuki. » Je ne voulais pas que cela devienne pour elle une habitude de m'accompagner. Je voulais que cela récompense leur obéissance. J'éprouvais aussi le besoin de marcher dans ces rues familières, sans avoir à mes côtés un constant et volubile rappel de ma nouvelle vie. En arrivant sur la place du marché, après avoir laissé derrière moi le coin des papistes, je poussai un soupir de soulagement. Je ne m'étais pas rendu compte de la façon dont je me tenais sur mes gardes dès que j'étais avec la famille. Avant d'aller trouver Peter, je m'arrêtai chez le boucher que je connaissais. Il m'accueillit avec un grand sourire. « Tiens, on daigne enfin me dire bonjour !»« Alors dis-moi, hier, tu étais trop grande dame pour pratiquer les gens de mon espèce ?» lança-t-il taquin. Je commençai à expliquer ma nouvelle situation. Mais il m'interrompit. « J'ai appris ça, bien sûr. Tout le monde en parle. Jeanne, la fille du faïencier, est allée travailler chez le peintre Vermeer. Et puis, je m'aperçois qu'au bout d'une journée, elle est trop fière pour parler à ses vieux amis. Il n'y a rien de bien glorieux à se retrouver servante. Mon père en a honte. Ton père n'a tout simplement pas eu de chance. Personne ne lui reproche quoi que ce soit. Tu n'as pas à avoir honte, ma chère enfant. Sauf bien sûr de ne plus acheter ta viande chez moi. Je crains de ne plus guère avoir le choix. C'est à ma maîtresse de décider. Oh, c'est évident. Si je comprends bien, le fait que tu sois cliente de Peter n'a rien à voir avec son beau gaillard de fils. Je fronçai les sourcils. Je n'ai jamais rencontré son fils. Le boucher partit d'un éclat de rire. Tu le rencontreras, tu le rencontreras. Allons, je te laisse. Quand tu verras ta mère, dis-lui de venir me dire bonjour. Je vais mettre quelque chose de côté pour elle. Je le remerciai et longeai les étals jusqu'à celui de Peter. Il parut étonné de me voir. Tu es déjà là? Tu étais donc si pressé de revenir chercher de cette langue de bœuf? Aujourd'hui, j'aimerais un rôti de mouton, s'il vous plaît. Dis-moi, Griette, n'est-ce pas la meilleure langue de bœuf que tu n'aies jamais goûtée? Je refusai de lui octroyer le compliment qu'il quémandait. Mes maîtres l'ont mangé, répondis-je. Ils n'ont rien dit. Derrière Peter, un jeune homme était occupé à découper un quartier de bœuf. Il se retourna. Il devait être le fils, car, bien qu'il fût plus grand que le père, il avait les mêmes yeux bleus. Ses cheveux blonds étaient longs et fournis. Des boucles encadraient un visage qui me rappelait un gros abricot. Seule ombre au tableau, son tablier taché de sang. Son regard vint se poser sur moi. Comme un papillon sur une fleur, je ne pus m'empêcher de rougir. Les yeux rivés sur le père, je réitérai ma demande de rôti de mouton. Peter fourragea dans sa réserve. Il en retira un rôti qu'il posa sur le comptoir.
2 paires d'yeux m'observaient. Le rôti était grisâtre sur les côtés. Je reniflai la viande. « Ce n'est pas frais, déclarai-je, sans ménagement. Madame ne serait pas trop contente que vous vous attendiez à ce que la famille mange une viande de ce genre. » Le ton de ma voix était plus hautain que celui que je l'aurais souhaité. Sans doute était-ce nécessaire. Père et fils me dévisagèrent. Je soutins le regard du père, tout en essayant de ne pas voir le fils. Peter se tourna enfin vers son fils. « Peter, va donc me chercher ce rôti qu'on a mis de côté sur le chariot. »« Mais il est pour... » Peter s'arrêta net. Il disparut et revint avec un autre rôti qui, je le vis tout de suite, étant de meilleure qualité. J'approuvai de la tête. « C'est tout de même mieux. » Peter, fils, enveloppa le rôti et le mit dans son seau. Je le remerciai, et m'en allant, je surpris le regard qu'échangèrent père et fils. Même alors, je compris plus ou moins ce qu'il voulait dire, et aussi ce qu'il voudrait dire pour moi par la suite. Au retour, Katharina était assise sur le banc. Elle donnait à manger à Johan. Je lui montrai le rôti. Elle approuva de la tête. Au moment où j'allais entrer, elle dit à voix basse. Mon mari a inspecté l'atelier. Il a apprécié la façon dont le ménage a été fait. Elle ne me regarde pas. Merci, madame. Je pénétrai dans la maison. Jetai un coup d'œil sur la nature morte composée de fruits et d'un homard, et il me dit ainsi donc. Je suis vraiment restée ici. Le reste de la journée se passa à peu près comme la matinée. Et comme se passèrent les jours suivants, après avoir fait le ménage de l'atelier et m'être rendue au marché pour y acheter le poisson ou la viande, je me remettais à la lessive. Un jour, je triais le linge, le mettais à tremper, en retirais les taches. Le lendemain, je le frottais, le rinçais, le mettais à bouillir et l'essorais avant de l'étendre pour que le soleil de midi le blanchisse. Le jour suivant, je le repassais, le raccommodais ou le pliais. À un moment ou à un autre, il fallait toujours que je m'arrête pour aider Tanuki au repas de midi. Celui-ci était terminé. Nous faisions la vaisselle, nous rangions. J'avais alors un peu de temps pour me reposer et coudre sur le banc qui était devant la maison, ou sur celui qui était dans la cour. Après cela, je terminai ce que j'avais entrepris dans la matinée, puis j'aidai Tanuki au repas du soir. Notre journée achevée, nous passions une dernière fois la serpillière, afin que tout soit propre le lendemain matin. Le soir, je recouvris la crucifixion accrochée au pied de mon lit, avec le tablier que j'avais porté dans la journée. Du coup, je dormis mieux. Le lendemain, j'ajoutai le tablier à la lessive de la journée. Le deuxième jour, lorsque Katharina ouvrit la porte de l'atelier, je lui demandai si je devrais faire les vitres. « Et pourquoi pas ?» me répondit-elle sèchement. « Veuillez ne pas m'importuner avec des questions sans importance. »« C'est à cause de la lumière, madame, » expliquai-je. « Si je les lavais, cela pourrait changer tout le tableau, vous voyez ?» Non, elle ne voyait pas. D'ailleurs, elle ne pénétrait pas, ou ne pourrait pas pénétrer dans cette pièce pour regarder le tableau. Jamais, semblait-il. Elle n'entrait dans l'atelier. Le jour où Tanuki serait de bonne humeur, je lui demanderai pourquoi. Quoi qu'il en soit, Katharina descendit demander à son mari si je pouvais faire les vitres et me cria de ne pas y toucher. Lorsque je fis le ménage de la pièce, je remarquai rien qui suggéra qu'il y fût venu. Aucun objet n'avait été déplacé, les palettes étaient propres, le tableau n'avait apparemment pas changé, mais je sentais malgré tout qu'il avait été là. Au cours de mes 2 premiers jours, dans cette maison de Ludlandic, je l'avais très peu vu. Je l'entendais parfois dans l'escalier ou le couloir, qui s'amusait avec les enfants ou parlait avec tendresse à Katharina. Le son de sa voix me donnait l'impression de marcher au bord d'un canal, sans être sûr de mes pas. J'ignorais la façon dont il me traitait chez lui. Ou ferait-il ou non attention à ma façon de couper les légumes, dans sa propre cuisine? Jusqu'ici, aucun monsieur n'avait montré autant d'intérêt à mon égard. Lors de mon 3e jour chez eux, je me retrouvai nez à nez avec lui, peu avant le déjeuner. Alors que j'allais rechercher une assiette que Lisbeth avait laissée dehors, je me heurtai presque
à lui, alors qu'il arrivait dans le couloir avec Alédis dans les bras. Je reculai. Alédis et lui me regardèrent de leurs mêmes yeux gris. Je ne saurais dire si il me sourit ou non. Il est difficile de croiser son regard. Je pensais à la femme du tableau en train de se contempler. Je m'imaginais portant perles et satins jaunes. Elle n'aurait pas de peine à attirer le regard d'un monsieur. Quand je parvins à lever les yeux jusqu'aux siens, il ne me regardait plus. Le lendemain, je vis la femme elle-même, en rentrant chez le boucher. Je remarquai un homme et une femme qui marchaient devant moi, sur l'Oudlandic. Une fois à notre porte, il se tourna vers elle, s'inclina, puis poursuivit son chemin. Une longue plume blanche ornait son chapeau. Il devait être le visiteur aperçu quelques jours plus tôt. Ayant entrevu son profil, j'avais noté qu'il portait une moustache et avait un visage rebondi bien assorti à son corps. Il s'ouvriait comme s'il n'avait abandonné à quelque flatterie. La femme entra dans la maison sans me laisser le temps de voir son visage, mais je reconnus les 5 boucles de ruban rouge dans ses cheveux. Je ralentis et j'attendis près de la porte d'entrée, d'entendre ses pas dans l'escalier. Elle redescendit plus tard, alors que je rangeais des vêtements dans le placard de la grande salle. La voyant entrer dans la pièce, je me levai. Elle tenait dans ses bras la veste jaune. Le ruban était toujours dans ses cheveux. « Oh !» s'exclama-t-elle. « Où est Katharina ?»« Elle s'est rendue à l'hôtel de ville avec sa mère, madame, et des affaires de famille. » « Je comprends. Peu importe. Je la verrai une autre fois. J'ai ceci pour elle. » Elle arrangea la veste sur le lit et laissa tomber le collier de perles par-dessus. « Oui, madame. » Je ne parvenais pas à détacher mon regard d'elle. J'avais l'impression de la voir tout en ne la voyant pas. C'était là une étrange sensation. Comme l'avait dit Maria Smith, elle n'était pas aussi belle qu'à la faveur de l'éclairage du tableau. Toutefois, elle était belle, sans doute pour la simple raison que je me la rappelais ainsi. Elle me regardait d'un air perplexe, se disant qu'elle devait me connaître puisque je la dévisageais avec une telle familiarité. Je parvins à baisser les yeux. « Je lui dirai que vous êtes passée, madame. » Elle acquiesça d'un signe de tête, mais parut gênée. Elle jeta un coup d'œil sur les perles posées sur la veste. « Je crois que je vais les laisser avec lui dans l'atelier, » déclara-t-elle, en reprenant le collier. Elle ne me regarda pas, mais j'avais lu sa pensée. On ne confiait pas des perles à une servante. Lorsqu'elle fut partie, son visage sembla s'attarder tel un parfum. Le samedi suivant, Katharina et Maria Sims emmenèrent Tanuki et Merge acheter les légumes et les provisions de la semaine. J'avais très envie de les accompagner, espérant y rencontrer ma mère et ma sœur. Mais on nous demande de rester à la maison pour surveiller les plus jeunes et le bébé. Il ne fut pas aisé d'empêcher les benjamins de se sauver au marché. Je me les aurais volontiers emmenés, mais je n'osais laisser la maison vide. Nous nous contentâmes donc de regarder les chalands passer sur le canal, chargés de choux, de porcs, de fleurs, de bois, de farine, de fraises ou de fer à cheval lorsqu'ils se rendaient au marché. Ils étaient vides de retour. Les bateliers pouvaient ainsi compter leur argent et boire, tout à loisir. J'appris aux fillettes des jeux auxquels je jouais avec Agnès et Franz. Elles m'en apprirent d'autres, de leur invention. Elles firent des bulles de savon, jouèrent à la poupée, coururent après leur cerceau, tandis que j'étais assise sur le banc avec Johanna sur mes genoux. Cornelia semblait avoir oublié l'incident de la gifle. Elle se montra enjouée, aimable. Elle me fut d'un grand secours avec Joanne, et m'obéit. « Voulez-vous m'aider » me demanda-t-elle, en essayant de grimper sur un tonneau abandonné dans la rue par les voisins. Elle me regardait de ses yeux noisettes, aussi grands qu'innocents. Je m'aperçus que je cédais à sa douceur, tout en sachant que je ne pouvais lui faire vraiment confiance. La plus intéressante des 4 sœurs
Elle était aussi la plus changeante. Bref, la meilleure et la pire. Elle triait leur collection de coquillages, en des tas de différentes couleurs. Quand il sortit de la maison, je serrais très fort le bébé. Je pouvais sentir ses côtes fragiles sous mes doigts. Il poussa un cri. J'enfouis mon nez contre son oreille pour cacher mon visage. « Oh, papa, je peux aller avec vous ?» supplia Cornelia, bondissant pour attraper sa main. Je ne pouvais voir l'expression de son visage. L'inclinaison de sa tête et le bord de son chapeau me la cachaient. Lisbeth et Gladys laissèrent là leur coquillage. « Moi aussi !» s'écrièrent-elles à l'unisson, en saisissant son autre main. Il secoua la tête. J'entrevis son expression amusée. « Pas aujourd'hui, car je vais chez l'apothicaire. »« Vous allez chercher des fournitures pour peindre, papa ?» s'inquiète Cornelia, toujours accrochée à sa main. « Entre autres. » Entendant pleurer le jeune Johan, il me regarda. Gêné, je fis sauter le bébé dans mes bras. Il semblait vouloir me dire quelque chose, mais au lieu de cela, il se débarrassa des filles et s'en alla à l'Oudlangandik. Il ne m'avait pas adressé la parole depuis notre discussion sur la couleur et la forme des légumes. Je m'éveillai de très bonne heure ce dimanche, impatiente de rentrer chez nous. Il me fallut attendre que Katrina déverrouille la porte d'entrée. Entendant qu'on l'ouvrait, je sortis dans le couloir et trouvai Maria Sims la clé à la main. « Ma fille est fatiguée aujourd'hui, » me dit-elle, en se rangeant sur le côté pour me laisser passer. « Elle va se reposer quelques jours. Peux-tu te débrouiller sans elle ?»« Bien sûr, madame, » répondis-je, non sans préciser. « Et j'irai vous trouver si j'ai quelques questions. » Maria Sims se mit à rire. « Ah, ça, on peut dire que tu es une petite finaude, ma fille. Tu sais prendre le vent, toi. Qu'importe, un peu d'astuce peut toujours servir par ici. » Elle me tendit quelques pièces de monnaie, mes gages pour les jours où j'avais travaillé. « Ça y est, te voilà partie. Tu vas pouvoir raconter à ta mère des tas d'histoires sur nous. » Je m'échappais avant qu'elle n'en rajoute. Traversai la place du marché, croisant les fidèles qui se rendaient au service du petit matin à la nouvelle église. Je me dépêchai le long des canaux qui menaient chez nous. Je tournai dans ma rue, qui me parut toute différente après moins d'une semaine d'absence. La lumière semblait plus vive, moins nuancée, le canal plus large, les platanes qui le bordaient se tenaient parfaitement immobiles, tels des sentinelles me faisant la haie d'honneur. Agnès était assise sur le banc devant notre maison. En m'apercevant, elle se précipita dans la maison en criant « Elle est ici !» Elle courut ensuite au-devant de moi et me prit par le bras. « Alors, c'est comment là-bas » me demanda-t-elle, sans même prendre le temps de dire bonjour. « Ils sont gentils avec toi? Tu as beaucoup de travail, il y a des filles, la maison est très grande. Où dors-tu? Tu manges dans de belles assiettes ?» Je ris, refusant de répondre à aucune de ces questions, avant d'avoir embrassé ma mère et salué mon père. C'est avec fierté que je remis à ma mère les quelques pièces de monnaie que j'avais dans la main, tout en sachant que ce n'était pas grand-chose. Après tout, c'était pour cela que je travaillais. Mon père nous rejoignit dehors. Je lui tendis les mains pour le guider vers le porche. En s'asseyant sur le banc, il passa le pouce sur mes paumes. « Tu as les mains toutes gercées, me dit-il. Elles sont rêches et usées. Tu portes déjà les marques du dur labeur. Ne vous inquiétez pas, répondis-je calmement. Beaucoup de lessive m'attendait parce qu'il n'avait pas assez d'aide avant mon arrivée. Ça s'arrangera vite. Ma mère les examina à son tour. Je vais mettre de la bergamote à macérer dans de l'huile, dit-elle. Ça devrait t'aider à retrouver des mains toutes douces. Agnès ira en cueillir avec moi à la campagne. Raconte, supplia Agnès. Parle-nous d'eux. Je décrivis ma vie là-bas, gardant pour moi certains détails, tels que ma fatigue le soir, le tableau de la crucifixion accroché au pied de mon lit, la gifle que j'avais envoyée à Cornelia, ou le fait que Merge et ma sœur Agnès avaient le même âge. À part cela, je leur dis tout. Je transmis à ma mère le message du boucher. C'est très aimable à lui, dit-elle.
Mais il sait bien que nous n'avons pas de quoi nous offrir de la viande, et que je n'accepterai pas ce genre de charité. Je ne pense pas qu'il voie de la charité, repris-je. À mon avis, il fait ça par amitié. Elle ne répondit pas. Mais il était clair qu'elle ne retournerait pas chez le boucher. Elle sourcilla, mais ne dit mot qu'en entendant mentionner les nouveaux bouchers, Peter, père et fils. Après cela, nous nous rendîmes au culte, où je me retrouvai entourée de visages familiers, parlant un langage qui m'était familier. Assise entre Agnès et ma mère, je sentis peu à peu mon dos se détendre, mon visage se libérer du masque que j'avais porté toute la semaine. J'étais au bord des larmes. À notre retour, ma mère et Agnès refusèrent mon aide pour préparer le déjeuner. J'allais tenir compagnie à mon père sur le banc. Il resta là, durant toute notre conversation, la tête fièrement relevée, offrant son visage à la tiédeur du soleil. Et maintenant, Griette, parle-moi de ton nouveau maître. Tu l'as à peine mentionné. Je ne l'ai pas beaucoup vu. Puis-je répondre en toute honnêteté. Ou bien il est dans son atelier et personne ne doit l'y déranger, ou bien il est sorti. Il s'occupe de la guilde, sans doute. Mais tu as pénétré dans son atelier et tu nous as parlé de ta façon de faire le ménage et d'établir ses repères pour tout remettre en place. Mais tu n'as rien dit du tableau auquel il travaille. Décris-le-moi. Je ne sais pas si je parviendrai à vous donner l'impression de le voir. Essaye toujours. Que veux-tu? Je n'ai plus vraiment de manière à penser, en dehors de souvenirs. Et j'aurais plaisir à imaginer un tableau peint par un maître, même si mon esprit n'en recrée qu'une piètre imitation. Je m'efforçai donc de lui décrire la femme nouant son collier de perles, les mains suspendues dans les airs, tandis qu'elle se contemple dans le miroir, la coulée de jour qui baigne sur son visage, et sa veste jaune, la pénombre du premier plan qui la sépare de nous. Mon père écouta avec une grande attention, mais son visage ne s'illumina que lorsque j'ajoutai. La lumière sur le mur à l'arrière-plan est si chaleureuse qu'en le regardant, vous croiriez avoir le soleil sur le visage. Il hocha la tête et sourit, heureux d'enfin comprendre. Somme toute, conclut-il, ce que tu préfères dans ta nouvelle vie, c'est d'avoir accès à l'atelier. C'est même la seule et unique chose que j'en apprécie, me dis-je. Lorsque nous déjeunâmes, je m'efforçai de ne pas comparer ce repas avec ceux de la maison du coin des papistes. Je m'étais déjà habituée à la viande et au bon pain de seigle. Ma mère avait beau être meilleure cuisinière que Tanuki, le pain brun était sec, et les légumes brisés semblaient fades, sans gras de viande pour les relever. La salle à manger était elle aussi différente. On n'y voyait ni dalle en marbre, ni épais rideaux de soie, ni chaises en cuir repoussées. Tout était simple et propre, sans ornement, sans superflu. J'aimais cette pièce, parce que je la connaissais, mais j'avais maintenant pris conscience de son austérité. À la fin de la journée, je trouvais dur de prendre congé de mes parents, plus dur que la première fois, car je savais où je m'en retournais. Agnès m'accompagna jusqu'à la place du marché. Sitôt seule avec elle, je lui demandai comment elle se sentait. « Abandonnée », me répondit-elle, un mot bien triste pour une fille de 10 ans. Elle qui s'était montrée enjouée pendant toute la journée avait soudain perdu son entrain. « Je reviendrai chaque dimanche, promis. Et peut-être pourrais-je de temps en temps passer te dire un rapide bonjour en rentrant de chez le boucher ou de chez le poissonnier, répondis-je. À moins que je puisse te rejoindre quand tu vas faire les courses, suggéra-t-elle en reprenant son entrain. Nous nous arrangeâmes pour nous retrouver plusieurs fois au marché à la viande. J'étais toujours heureuse de la voir, du moment que j'étais seule. Je commençais à me familiariser avec la maison de Lud Langanlik. Katharina, Tanuki et Cornelia étaient d'humeur changeante, mais en général, elles me laissaient faire mon travail. Peut-être fallait-il voir l'influence de Maria Sins. Cette dernière avait en effet décidé, pour des raisons connues d'elle seule, que j'étais utile à la maisonnée, et les autres, enfants y compris, avaient suivi son exemple. Sans doute le linge lui avait-il paru plus propre et plus blanc depuis que j'assumais les responsabilités de la lessive.
Ou la viande lui avait-elle paru plus tendre, maintenant que je la choisissais? Ou lui avait-il paru plus heureux, dans un atelier propre? Les 2 premières constatations étaient exactes. Quant à la dernière, je n'aurais pu le dire. Quand lui et moi finîmes par nous parler, cela n'avait rien à voir avec mes talents ménagers. Soucieuse de ne pas me créer d'ennemis, je veillais à décliner tout compliment relatif à une maison mieux tenue. Mariasine s'appréciait-elle la viande? Je suggérais que les talents de cuisinière de Tanaki en étaient cause. Marge trouvait que son tablier plus blanc qu'auparavant. Je disais qu'il fallait remercier le soleil d'été particulièrement intense en ce moment. Dans la mesure du possible, j'évitais Katharina. Il était clair qu'elle m'avait prise en grippe dès l'instant où elle m'avait vue en train de couper les légumes dans la cuisine de ma mère. Le bébé qu'elle attendait n'arrangeait pas son humeur. Il la rendait gauche. Elle n'avait plus rien à voir avec la gracieuse maîtresse de maison qu'elle s'imaginait être. Ajoutez à cela que l'été était chaud et que le bébé était débordant d'énergie. Et lui donnait des coups de pied dès qu'elle marchait, du moins le prétendait-elle. Au fur et à mesure qu'elle s'élargissait, elle errait dans la maison, l'air lasse, affligée. Elle restait au lit de plus en plus tard. Aussi Mariasine avait-elle dû prendre les clés. C'était désormais elle qui, chaque matin, m'ouvrait l'atelier. Tanaki et moi commençâmes à assumer de plus en plus de tâches de Katharina, surveillant les enfants, faisant les courses, changeant les couches sales de Johan. Un jour où Tanaki était de bonne humeur, je lui demandai pourquoi il ne prenait pas d'autres servantes. Avec une maison aussi grande, et compte tenu de la fortune de votre maîtresse et des tableaux du maître, dis-je, ne pourrait-il pas engager une autre servante? Ou une cuisinière? Commanda Tanaki. Ils arrivent à peine à te payer. Cela m'étonna. Les pièces de monnaie que je serrais dans mes mains chaque semaine étaient si peu. Il me faudrait des années de travail pour pouvoir m'offrir quelque chose d'aussi beau que la veste jaune que Katharina gardait négligemment pliée dans son placard. Il me semblait pas possible qu'il puisse être à court d'argent. Bien sûr, ils s'arrangeront pour payer une nourrice pendant quelques mois qui suivront la naissance, poursuivit Tanaki, d'un ton désapprobateur. Pourquoi? Pour nourrir le bébé, bien sûr. Notre maîtresse ne prévoit pas de nourrir elle-même son bébé? Demandai-je bêtement. Elle ne pourrait pas avoir autant d'enfants si elle les nourrissait elle-même. Ça vous empêche d'en avoir. Tu sais, si tu leur donnes le sein. Oh, m'exclamai-je, percevant mon ignorance en la matière. Elle veut d'autres enfants? Tanaki partit d'un petit rire. Je me demande parfois si elle ne remplit pas la maison d'enfants pour la seule raison qu'elle ne veut pas la remplir d'autant de domestiques qu'elle le voudrait. Elle baissa la voix. Notre maître ne peint pas assez pour qu'il puisse s'offrir des servantes. Vois-tu, il peint en général 3 tableaux par an, parfois juste 2. Ce n'est pas comme ça qu'on s'enrichit. Il ne peut pas peindre plus vite que ça? Je savais, tout en disant ces mots, que cela lui était impossible. Il peindrait toujours à son rythme. Parfois, madame et la jeune maîtresse ne sont pas d'accord. La jeune maîtresse voudrait qu'il peigne davantage, mais ma maîtresse dit qu'aller plus vite serait sa fin. Mariasine, c'est une femme pleine de sagesse. J'avais appris que je ne pouvais dire que ce que je pensais devant Tanaki du moment que c'était à la louange de Mariasine. Tanaki était d'une loyauté à toute épreuve envers sa maîtresse. En revanche, elle se montrait peu patiente à l'égard de Katharina, et les jours où elle était de bonne humeur, elle me donnait des conseils. « Ne t'inquiète pas de ce qu'elle te dit, » me recommanda-t-elle. « Ne laisse rien paraître de ce que tu penses quand elle te parle. Puis fais comme moi. Puis fais comme bon te semble. Ou comme ma maîtresse ou moi te diront de faire. Elle ne vérifie jamais rien. Elle ne remarque jamais rien. Elle se contente de nous donner des ordres parce qu'elle sent qu'il le faut. Mais nous savons qui est notre véritable maîtresse, et elle le sait aussi. » Tanaki était souvent mal disposé à mon égard.
Mais j'avais appris à ne pas prendre cela trop à cœur, car ces bouderies ne durent jamais longtemps. Elle était d'humeur volage, sans doute à force d'être prise entre Katharina et Maria depuis tant d'années. Elle avait beau me recommander, sur un ton péremptoire, d'imaginer ce que disait Katharina, elle-même ne donnait pas l'exemple. Le ton dur de Katharina l'atteignait, et, si fidèle fut-elle envers Maria Sims, cette dernière ne prenait pas sa défense. Pas une seule fois je n'entendis Maria Sims réprimander sa fille pour quelque motif que ce fût. Dieu sait pourtant si Katharina en aurait eu parfois besoin. Restait la façon dont Tanaki s'acquittait de ses tâches ménagères. Sans doute sa fidélité compensait-elle sa négligence. Tous ces coins et recoins oubliés par la serpillière, la viande brûlée sur le dessus, mais crue à l'intérieur, les casseroles mal récurées. Je ne pouvais imaginer les dégâts qu'elle aurait dû causer le jour où elle avait essayé de nettoyer son atelier. Il était rare que Maria Sims adressât des reproches à Tanuki, mais elles savaient, l'une et l'autre, qu'elle le devrait aussi. Tanuki était méfiante, et sur la défensive. Il devint évident pour moi qu'en dépit de sa clairvoyance, Maria Sims se montrait indulgente pour ses proches. Son jugement n'était pas aussi dur qu'on aurait pu le croire. Des 4 fillettes, Cornelia était la plus imprévisible. Elle me l'avait prouvé dès le premier matin. Lisbeth et Adélis étaient des enfants gentils et tranquilles. Quant à Merde, elle était en âge de commencer à apprendre son rôle de jeune fille de la maison. Ce qui l'apaisait, même s'il lui arrivait de m'injurier, tout comme sa mère. Cornelia n'injuriait pas, mais elle était parfois indomptable. La menacer des foudres de Maria Sims, stratagème auquel j'avais eu recours le premier jour, n'était pas toujours efficace. Elle pouvait être drôle et espiègle un moment, puis agressive quelques instants plus tard, comme le chat qui ronronne, mord quelquefois la main qui le caresse. Loyale envers ses sœurs, elle n'hésitait pas à les faire pleurer en les pinçant de toutes ses forces. Je me méfiais de Cornelia, et ne parvenais pas à avoir pour elle l'affection que j'éprouvais pour ses sœurs. Le ménage de l'atelier était pour moi une évasion. Maria Sims m'ouvrait la porte et restait parfois quelques minutes, afin de voir où en était le tableau. Comme s'il s'agissait d'un enfant malade qu'elle soignait. Sitôt qu'elle était partie, j'avais l'atelier à moi seule. Je commençais par regarder autour de moi en cas du moindre changement. Au début, les jours se succédaient sans que rien parût changer. Mais sitôt que mes yeux furent accoutumés aux détails de la pièce, je me mis à remarquer des détails tels que les pinceaux réarrangés au-dessus du bahut, un tiroir resté entr'ouvert, le couteau à la lame, en forme de diamant, en équilibre sur le rebord du chevalet, une chaise près de la porte, qui avait été légèrement déplacée. Rien toutefois ne changeait dans le coin où il peignait. Je veillais à ne déplacer quoi que ce soit. Ajustant rapidement mon système de repérage afin d'épousseter cet endroit avec autant de dextérité et d'aisance que le reste de la pièce. Après m'être entraîné sur d'autres bouts de tissu, j'entrepris de nettoyer l'étoffe bleu sombre et le rideau jaune avec un chiffon humide, le pressant avec soin contre l'étoffe afin d'en absorber la poussière sans déranger les plis. Quant au tableau, j'avais beau ouvrir les yeux, rien ne semblait jamais changer. Jusqu'au jour où je découvris qu'une perle avait été ajoutée au collier de la femme. Une autre fois, je remarquai que l'ombre du rideau jaune s'était agrandie. Il me sembla aussi que l'un ou l'autre doigt de la main droite avait été déplacé. La veste de satin jaune commençait à apparaître si réelle que j'aurais voulu la toucher. Je faillis toucher celle-ci qui avait servi de modèle le jour où la femme de Van Ruven la laissa sur le lit. Je tendis la main pour en caresser le col de fourrure quand, levant la tête, j'aperçus Cornelia qui m'observait. Dans l'entrebâillement de la porte, une de ses sœurs m'aurait demandé ce que je faisais, mais Cornelia, elle, s'était contentée de me regarder. Voilà qui était pire que toutes les questions. Voyant retomber ma main, elle avait souri.